De quoi est né le socialisme? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. « 150 ans. 150 ans, c'est le temps qui sépare la première révolution industrielle, exploitation brutale et aveugle de l'homme par l'homme, de la prise de conscience par ces hommes de leur propre destin, puis de leur révolte pour déjouer leur destin. C'est le temps qu'il a fallu entre le début de cette exploitation et la naissance de cette conscience de classe, et pour que la faiblesse devienne une force lorsqu'est née cette conscience. C'est le temps enfin qu'a pris l'émergence politique du mouvement socialiste en Europe jusqu'à son unification en 1889 et la naissance de l'Internationale ouvrière, dite aussi Internationale socialiste. Alors notre action, mes camarades, notre pensée, ne peuvent s'inscrire que dans un combat du temps long, car elle procède d'un changement profond de la structure de notre société. En commémorant aujourd'hui avec mon ami Milo Lévy-Bruhl les 150 ans de la naissance de Léon Blum, nous nous plaçons résolument dans ce temps long, dans cette longue marche des socialistes depuis la prise de conscience jusqu'à la prise du pouvoir. Qu'est-ce que commémorer? Pourquoi commémorer les 150 ans de cette naissance? Pourquoi avoir choisi cette date? Nous sommes, et je le dis aussi devant nos partenaires de la NUP, au sein de cette nouvelle union des gauches, le parti le plus ancien, celui qui a un rapport le plus lointain à l'histoire de l'injustice. Il nous en revient d'être les gardiens, d'être les continuateurs et d'en être avant tout les vigies. Commémorer, c'est fixer le mémorable et en faire une base commune. Notre chance, à nous socialistes et son revers, c'est que notre mémoire est devenue une base commune pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce qui justifiait même l'existence du socialisme et du Parti socialiste est entré dans le droit commun. Les retraites, les congés payés, la sécurité sociale, ce qu'on appelle les droits sociaux sont désormais considérés comme normaux pour la plupart de nos concitoyens. C'est alors à la conquête de nouveaux droits qu'il faut se lancer, qu'il faut radicalement conquérir, comme les droits qu'avait conquis Léon Blum et le Front populaire en 1936. Et c'est en cela que l'histoire et sa commémoration nous aident à trouver la voie. Alors quand on se retourne et qu'on regarde le legs que nous a laissé Léon Blum, on trouve quelques réponses pour la conquête de ces nouveaux droits. Tout d'abord, la liberté des femmes. Ouvrons une page du mariage pour comprendre l'audace de Léon Blum et de sa vision. Nous qui avons été les premiers à défendre cette liberté, cette libération par nous-mêmes, nous devons reprendre ce combat avec plus de force, à l'heure où la libération de la parole s'est faite en grande partie sans nous et où l'autodétermination des identités se fait toujours plus forte. Ensuite, ce sont les biens communs. Le partisan de l'école du service public qu'il fut avait vu juste dès les prémices de l'organisation de l'État et des grandes infrastructures économiques de celui-ci. Nous devons poursuivre ces services publics et créer aujourd'hui les conditions des communs, en créant un statut juridique qui nous permette de protéger la nature, l'environnement, les services qui sont le bien de tous. Et enfin, ce sont les inégalités, notamment de transmission. Il nous faut, mes camarades, de l'audace. L'audace que n'a pas eue le groupe parlementaire socialiste lorsque Blum leur a proposé sa réforme de l'héritage radicale, qu'on appelait alors radicale, en 1946. Revenons sur le droit actuel et limitons drastiquement cette injustice de naissance qui ne fait que s'accroître. Commémorer, c'est fixer le mémorable
c'est aussi le prendre comme le tuteur de nos combats futurs, le tuteur de nos futurs combats socialistes. Sarah vient d'indiquer l'actualité de certains combats qu'a porté Blum. Pour ma part, je vais revenir sur son rapport au pouvoir, qui, je crois, peut encore nous inspirer, à condition toutefois de dissiper quelques équivoques. Si Blum demeure une figure tutélaire, c'est avant tout parce qu'il a été le premier à démontrer que les socialistes pouvaient gouverner. Et pourtant, c'est le paradoxe, Blum n'a jamais pensé que la vocation principale du Parti socialiste était la conquête du pouvoir. Pour faire sentir ce paradoxe, je vais revenir un instant sur la scission de 1920. Sur quoi porte-t-elle ? À Tours, les futurs communistes répètent que ce n'est qu'en contrôlant l'État que la révolution pourra commencer, et que cette conquête implique la caporalisation des masses, obéissant au mot d'ordre d'un grand chef ou d'une avant-garde éclairée. Blum, au contraire, affirme que la révolution n'est pas un acte, que c'est un processus qui passe par l'émancipation de chaque travailleur et par leur organisation démocratique, que l'État certes peut y aider, mais que sa conquête n'est pas un préalable absolu. Contrairement au mythe, donc, en 1920, la différence entre communistes et socialistes ne porte pas sur les modalités de la conquête du pouvoir, légale ou illégale, pacifique ou violente. La différence, c'est que les communistes regardent vers l'État, tandis que les socialistes, eux, regardent vers la société. C'est là sans doute l'héritage le plus précieux que Blum a légué. Il a eu le courage de rompre avec une radicalité facile, une radicalité dont on sent encore parfois aujourd'hui la force d'attraction. Cette radicalité qui promet qu'une fois le pouvoir conquis, tout changera, quitte d'ici là à se comporter en contradiction totale avec l'idéal qu'on poursuit. À cette radicalité facile, Blum en oppose une autre, une radicalité qu'il puise chez Jaurès, une radicalité de tous les instants qui veut bouleverser les idées et les pratiques diffuses de la société en attisant toutes les aspirations à l'émancipation, à la justice et à la solidarité qui s'y trouvent déjà. C'est ce rapport aux politiques que porte Blum et c'est ce rapport aux politiques qui va triompher en 1936. Car ce n'est pas du cerveau d'un chef ou de la stratégie d'un parti qu'est né le Front populaire. Le Front populaire est né dans la rue, de la convergence spontanée des cortèges socialistes et communistes. Surtout, si le Blum de 1936 est entré dans l'histoire, c'est parce qu'il a su être l'interprète de l'immense mouvement de grève qui lui a permis d'aller bien au-delà du programme de Front populaire pour imposer les accords de Matignon, la semaine de 40 heures ou la généralisation des congés payés. Comme Blum l'avait prédit en 1920, ce ne sont pas les stratégies révolutionnaires ou électorales qui ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de France, c'est la lente diffusion de l'idéal socialiste dans la société et la patiente organisation des masses populaires. 150 ans après sa naissance, honorer Blum, c'est donc se souvenir qu'il ne faut jamais transiger sur l'idéal, ni se laisser impressionner par de fausses radicalités. Entretenir sa mémoire, c'est se rappeler que le Parti socialiste n'a pas vocation à être une machine électorale, mais un parti qui agit au quotidien pour développer dans la société le plus grand nombre de relais précurseurs de la cité socialiste à venir. Et que c'est par cette action que la société change et que la responsabilité du gouvernement finit de surcroît par vous revenir. C'est, je crois, en suivant un tel chemin que, fidèle à Blum, vous pourrez à nouveau mener les Français vers d'autres étés 36. C'est en suivant un tel chemin que l'un ou l'une d'entre vous pourra inscrire sa voix dans le sillage de ces mots immortels. Cette victoire, une fois remportée, il faut en consolider les effets. Il faut les rendre définitifs. Il faut rendre la France invulnérable aux attaques du fascisme. Et il faut qu'on n'oublie pas. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a derrière nous des masses populaires dont nous sommes les mandataires et les interprètes. Des masses populaires auxquelles on n'aurait pas besoin de faire appel 2 fois si on s'insurgeait contre leur volonté. Merci à tous les deux.